L'Association des joueurs avec Marc Denis et Denis Gauthier. Messieurs, en date du 3 novembre 2025, les Canadiens de Montréal sont au sommet de l'Association de l'Est avec 18 points en 12 matchs. Samedi, une autre victoire en prolongation pour les Canadiens, déjà une 5e cette saison. Merci à Drake Batterson pour la belle passe sur la palette. Excellente passe du revers à Alex Newhook. Mais justement, merci à Alex Newhook pour avoir donné la victoire aux Canadiens. Denis, est-ce que pour toi, Alex Newhook est un joueur transformé? Il est rendu à 9 points. Ce qu'on voit présentement de Alex Newhook, est-ce que c'est le Alex Newhook auquel on peut s'attendre d'ici la fin de la saison? Ben, on le souhaite. Je ne suis pas certain que la production offensive va continuer à ce rythme-là parce qu'il produit un rythme d'une 60aine de points, puis je ne suis pas convaincu que c'est ce genre de joueur-là. Mais cela dit, est-ce qu'il est transformé ou est-ce qu'il a développé, progressé? Est-ce qu'il a appris des leçons ou des consignes que Martin Saint-Louis prêche, comme il l'a fait avec Cole Caulfield au cours des dernières saisons? Est-ce qu'on est en train de lui amener une nouvelle dimension dans son jeu? Une dimension où il est appelé à probablement réfléchir un peu plus sur la patinoire, à penser son positionnement, à penser un peu plus défensivement sur 200 pieds, un peu plus de responsabilité maintenant aussi en infériorité numérique qu'on a dévié depuis l'avantage numérique dans le passé sur une deuxième unité. Il y a plusieurs facteurs en sorte qui font pour moi que c'est un joueur qui est encore en évolution. Tu parles, ça fait quand même quelques saisons qu'il est dans la Ligue nationale, mais c'est pas un joueur qui est vieux comme tel. C'est un gars qui est encore dans des belles années devant lui pour peut-être espérer qu'il continue de développer. C'est pas la chaise idéale qu'il est positionné présentement à mes yeux, mais profite très bien de jouer avec deux joueurs qui ont de l'intelligence au jeu en Kapanen et Davidoff, qui est capable de profiter des jeux de ce dernier, mais aussi c'est des joueurs qui se complètent très bien puis qui semblent vouloir apprécier jouer avec un certain rythme durant les matchs. Donc pour moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'eux, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup cette saison de Alex Newhook et j'aime beaucoup sa constance versus ce qu'il nous démontrait dans le passé. Parce que Marc, souviens-toi, là, je remonte là, à pas longtemps, là, un an, les gens n'étaient pas trop sûrs d'Alex Newhook. Pas vraiment un gars top 6. Est-ce que c'est un gars de troisième trio? Il y a des gens qui ont dit, je peux pas croire qu'on a donné un choix de première ronde pour Alex Newhook qui nous donne rien. Et là, soudainement, c'est comme quand je le disais tantôt, 5 buts, 9 points. Est-ce que justement, il profite à ce point-là de jouer avec Davidoff et Kapanen? 24 ans, 300 matchs. Il y a ça aussi comme raison. Puis, moi, je fais partie de ceux que tu viens de nommer, Alex. Moi non plus. Puis encore aujourd'hui, je suis pas sûr, mais en fait, je suis pas mal sûr que c'est pas un top 6. Puis c'est parfait comme joueur de troisième trio. Puis en recadrant les attentes, moi, je le trouve... tu sais, je le trouve au bon endroit. Tu sais, Denis vient de parler, c'est pas la chaise optimale. C'est parce qu'en attendant d'avoir un deuxième trio, il est là. Mais pour moi, c'est un troisième trio parfait. Davidoff, je ne jouera pas sur un troisième trio. Là, il va jouer top 6. Mais pour les deux autres, c'est le cas. Puis c'est ça pour Davidoff. Il écoule les pénalités. C'est une qualité que j'étais pas certain non plus qu'il avait. Mais il déploie sa vitesse. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup, là, c'est qu'il rend l'adversaire inconfortable. Pas parce que, comme Denis Gauthier le faisait quand il jouait, qu'il est passé au travers de la bande. Parce qu'avec sa vitesse, il est capable d'appliquer de la pression. Tu sais, c'est ça que j'aime dans le jeu de Newhook, puis il se pose pas trop de questions. Je veux pas être méchant, là, mais son sens du jeu, s'il commence à se poser des questions, là, ça va être comme l'examen du ministère. Il va se croiser les doigts puis il va espérer passer. Mais s'il se pose pas de questions, puis il applique il applique la pression, il rend l'adversaire inconfortable, j'ai du temps puis j'ai de la place dans mon alignement pour un gars comme Alex Newhook, ça c'est sûr et certain, en 2025. Ou, comme Denis l'a dit, la cadence, le rythme est tellement élevé. Mais est-ce qu'il en profite? Oui, puis tant mieux. J'ai envie de te dire ça. Oui, puis tant mieux. Mais pour moi, Newhook et Kapanen démontrent que dans une équipe aspirante, ils sont parfaits au sein d'un troisième trio, puis on va trouver du monde pour jouer avec Davidoff tantôt. L'examen du ministère, tu me rappelles de très mauvais souvenirs de mes maths 4,36 et 5,36. Merci beaucoup, Marc. Samedi, on s'attendait tous à ce qu'il se passe quelque chose avec Nick Cousins après son coup de bâton contre Ivan Davidoff en match préparatoire. Clairement, tout le monde savait qu'il fallait répondre à l'appel à cause du fameux code, on le sait. Denis, as-tu aimé ça? De voir ce que Struble a fait avec Nick Cousins, c'est maintenant, puis ça va être moi. Puis sous question pour toi, quand Xhekaj dit non à McDermott à 2-0, est-ce que ça aussi, tu trouves que c'est une belle preuve de maturité pour Arber Xhekaj? Ben, je vais commencer avec ta première question. J'ai adoré le fait que les gars se tiennent, que ce soit un gars comme Struble qui réponde à l'appel, parce que la vérité, c'est
je pense pas que c'est Xhekaj qui était assigné à régler le dossier de Cousins. C'est pas la même catégorie de poids. Je pense pas que Xhekaj a rien à gagner à le faire contre Cousins. Et à l'inverse, Cousins n'aurait jamais voulu jeter les gants contre Xhekaj, et avec raison. Mais tu sais, d'avoir un gars qui est peut-être un peu plus de son gabarit, un peu plus de son calibre, Cousins pensait peut-être qu'il y avait une chance contre Strobel, puis évidemment, c'était pas nécessairement le cas. Mais ça, pour moi, ça démontre aussi une culture qui est maintenant bien en place et bien vivante. Il y a une gang de gars qui se tiennent présentement, qui s'apprécient, qui aiment se côtoyer, puis aiment jouer ensemble, puis aiment ce qui est en train de se développer dans ce vestiaire-là, dans l'esprit de corps qui règne là présentement. Puis Strobel est en train aussi de se développer une certaine connaissance dans ses capacités de jeter les gants, parce que c'est pas un gars qui est habitué à le faire dans les rangs universitaires, contrairement à certains gars ou la plupart des joueurs qui ont joué junior canadien ou ailleurs. Donc, pour moi, ça, le fait qu'ils se tiennent, j'aime beaucoup. Puis, on a même vu Veleno, qui n'est pas un habitué de faire ça, faire la même chose un peu plus tard dans le match, suite à une mise en échec à Carrier, venu défendre son coéquipier. Puis, j'ai coaché Joe, moi, puis Joe, c'est pas ce genre de joueur-là, puis il n'y a pas ce style-là. Mais tu vois, la culture fait en sorte que tout le monde veut embarquer dans ce dossier-là. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis à ta deuxième question, pour moi, c'est très clair que Xhekaj a démontré beaucoup de maturité dans cette situation-là. Le Canadien était en avant dans le match, avait tout le momentum, avait tout le rythme du match. Puis, tu sais, il y a des temps pour faire chacune des choses. Puis ça aurait été facile pour Xhekaj de dire oui, je vais y aller, mais d'affronter un gars comme McDavid qui ultimement a joué 2 minutes quelques dans cette partie-là. Tu perds au change dans cette confrontation-là. Donc, il n'y avait rien à gagner à acheter les gants contre McDermott dans cette situation-là. Donc, oui, j'ai apprécié les deux gestes de ces deux gars-là. Puis, Marc, c'est quand même un luxe d'avoir un Xhekaj ou un Strobel dans la formation. Même si les deux ne jouent pas en même temps, tu es toujours pogné à en affronter un des deux quand tu as besoin de quelqu'un pour régler un compte, peu importe. Puis, si tu as les deux, tant mieux. C'est vraiment un luxe pour les Canadiens d'avoir Strobel et Xhekaj. Quand tu dis pas les deux en même temps, idéalement, pas les deux en même temps, c'est la glace surtout. Non, pas en même temps, mais en même temps, dans la formation. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon point. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Non, je vais faire une face avec ça aussi en même temps. Mais, tu sais, la réalité, là, c'est quand ils sont capables de jouer au hockey, comme ces deux-là sont capables de le faire, c'est un luxe. Puis Anderson aurait probablement, dans la même catégorie de poids, été capable de régler le cas aussi à Cousins. Fait que, tu commences à avoir, comme Denis dit, tu commences à avoir un effet d'entraînement. Maintenant, tu sais, le cas des poids lourds, des correcteurs de tort, moi, je le connais pas. J'étais bien chanceux. J'avais une cage au grand complet dans la face, puis j'avais pas besoin de faire ça. Mais j'ai assez vu de hockey dans ma vie pour savoir aussi que McDermott, il a fait mal à son club. Puis pendant qu'il était en bas des pénalités, le Canadien a pris les devants 2-0. Bon, les plus sarcastiques diront que c'est à partir du moment que c'était 2-0 que les Sénateurs avaient une chance dans le match. Là. Mais, tu sais, ça demeure que la discipline dans ce match-là, très tôt dans la rencontre, on s'est rappelé qu'il fallait passer des messages, mais qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que là, les points sont déterminants. On en a parlé tantôt. Là, à égalité au premier rang de la Ligue nationale avec les Jets en se réveillant le 3 novembre au matin. C'est quand même pas mauvais. Je sais que l'Avalanche a plus de points, là, mais on regarde le pourcentage d'efficacité. Ouais. C'est assez impressionnant. Donc, c'est un effet d'entraînement. Puis moi, j'adore ça parce que autant Caulfield, Newhook, là, qu'on vient de parler en prolongation, mais jeu de puissance, autant qu'on a plein d'options, on a plein d'options dans le département de la robustesse, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années à peine chez le Canadien. Ouais. Hey, messieurs, j'aimerais ça qu'on parle d'Ivan Demidov un peu depuis qu'on l'a muté au sein de la première unité en avantage numérique. Dans les 3 derniers matchs, l'avantage numérique, 5-8 pour les Canadiens de Montréal, 62,5 %, 4 buts marqués par la première unité, 1 but marqué par la deuxième également. Et on est rendu avec du talent créatif. Tu sais, des gars comme Demidov, justement, comme Hudson, capables de créer quelque chose à partir de rien. Puis tu as des équipes, je me souviens comme les Oilers d'Edmonton, qui sont très bons en avantage numérique. Et justement, oui, il y a une structure, mais cette structure-là est un peu floue. On laisse le talent parler. Est-ce que vous sentez que c'est un peu ce qu'on vit et ce qu'on va vivre du côté des Canadiens de Montréal en avantage numérique avec des gars de talent comme ça? Vas-y, Marc, t'es voix de plus près. Ouais, moi, je passais le 2 minutes au complet sur la glace pour mon équipe en powerplay, Denis. Tu sais, ce que je vois, il faut qu'il y ait des patrons parce qu'il faut que tu crées des automatismes.
Des automatismes, tu sais, là, je faisais des faces avec ça, mais mon expérience de jeu de puissance, un peu comme Denis, tu sais, c'est plus en coachant. Puis des automatismes, c'est nécessaire parce qu'il va y avoir des moments de pression. Il va y avoir des moments où tu ne rentreras pas à 100% en contrôle. Il va y avoir des moments où, sur un retour de lancer, tu vas récupérer une rondelle, l'adversaire va voir tes chiffres dans le dos, puis va appliquer de la pression. Fait que tes automatismes, il y a des équipes qui appellent ça leur maison ou peu importe, pour alléger la pression, tu en as besoin. Donc, il faut que tu aies un plan. Tu ne peux pas juste envoyer les 5 meilleurs sur la glace puis espérer que ça fonctionne. Parce que ça fonctionne juste quand tu as 100% du contrôle de la rondelle. Ça n'arrivera pas tout le temps. Il y a une autre équipe. Il y a une autre équipe qui essaie de jouer. Puis souvent, les 4 qui sont au bas, c'est des gars qui travaillent très fort. Donc, tu as besoin de tes patrons. Mais tu sais qu'une fois que les patrons sont répétés, les automatismes sont bien imprégnés dans le groupe, bien, là, tu peux t'en remettre à ta créativité puis tu prends ce que l'adversaire va te donner. Tu connais les permutations, tu sais les espaces où aller chercher. Puis bien souvent, les équipes vont avoir un... Tu sais, Denis, corrige-moi, j'ai tort, vont avoir un trigger. On ne part pas un patron ou un jeu tant que Lane n'a pas la rondelle la deuxième fois sur sa palette. Mais là, quand il l'a, là, on part un. Tu sais, fait que moi, je pense qu'avec la créativité, tu es capable de laisser libre ces joueurs-là parce que clairement, ils vont t'en donner. Mais en même temps, tu sais que tu as des automatismes, c'est absolument nécessaire. C'est pour ça que bien des équipes, des fois, rappelez-vous que Pittsburgh, il y a 2 ans, quand on allait chercher Carlson, là, il avait mis Carlson, Letta, Malkin, Crosby, Genzo, puis on dit pourquoi ça marche pas? Ben là, peut-être que tu as trop de monde qui veulent faire le jeu, peut-être que tu as trop de monde pareil. Il faut que tu aies des patrons, mais il faut que tu laisses la créativité des joueurs avoir l'esprit libre. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, là, dans leur très jeune carrière, les deux, et Hudson et Demidov m'ont démontré qu'ils sont capables d'être créatifs, pas rien qu'un peu. Là. Tu sais, Marc, tu parles des patrons. Denis, quand tu joues en désavantage numérique, là, ces patrons-là, j'imagine que tu fais du vidéo puis que les coachs te disent, ben, surveillez ça. Mais plus les gars sont créatifs l'autre bord, plus pour un défenseur, là, ça doit tourner longtemps. Et c'est les deux côtés. L'infériorité numérique étudie l'avantage et vice-versa. L'avantage numérique étudie les failles et les trous et les tendances de l'infériorité numérique. Et qu'est-ce que tu peux exploiter? Tu sais, moi, ce que je regarde dans la façon que le Canadien joue présentement avec Demidov depuis qu'il est là, puis tout le talent qui est présent, c'est que tu n'as pas 5 joueurs qui veulent contrôler la rondelle. Tout le monde est capable, mais tout le monde connaît un peu son rôle, tout le monde connaît ses forces. Tu sais, pour moi, tu as 2 ou 3 gars qui veulent avoir la rondelle et qui veulent distribuer. Tu sais, en Demidov, en Hudson et en Suzuki. Tu as 2 joueurs qui, sans dire que je veux pas la rondelle trop longtemps sur leur palette, mais je veux qu'ils utilisent les tirs puis je veux qu'ils aient une présence autour du filet. Tu as une belle complémentarité là pour moi. Ce qui est important pour moi quand tu as 5 joueurs de talent comme tu as présentement, c'est oui, ça prend les patrons, puis il faut que tu en aies. Puis Marc a parlé des points de pression, puis il faut que tu regardes les tendances, mais il faut que tu connaisses aussi où l'infériorité numérique est vulnérable. Est-ce que c'est sur des passes transversales à travers la boîte? Est-ce que c'est tout près du filet à partir d'un jeu en bas de la ligne des buts? Est-ce que c'est des tirs de la pointe puis on converge au filet? Tout le monde a des forces et des faiblesses. Il faut que tu saches un peu ce que tu veux exploiter avant de commencer. Tu veux changer le point d'attaque sur les points de pression. Mais une fois que l'instinct embarque, une fois que tes joueurs de talent se mettent à bouger, à faire des permutations, à changer d'angle, à donner de la fausse information au niveau des passes et des tirs qu'on veut exécuter, ce qui est important plus que tout, ce qui fait que ça marche chez le Canadien, j'ai l'impression, c'est qu'on est connecté. C'est que mentalement, on est à la même place. C'est pas un gars ou 2 qui essaient de contrôler tout, puis toi, tu fais juste... T'attends de recevoir une passe à un certain moment donné. Tu as l'impression qu'il y a une synergie entre tout le monde et tout le monde se comprend et tout le monde... On dirait que tout le monde peut voir et prévoir ce que le joueur va faire avec la rondelle, même si pour tout le reste de la planète hockey qui regarde et les joueurs défensifs qui sont sur la patinoire, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Fait que l'important, c'est qu'il y ait une synergie entre les joueurs et qu'on connecte mentalement. Puis ça, pour moi, ça vient souvent avec... la chimie qui est régnée, ça vient aussi avec le sens du jeu, l'intelligence hockey, l'hockey sense qui fait en sorte qu'on est capable d'anticiper et de prévoir les jeux que le porteur de rondelle a. Puis on est une menace. Tous les points d'attaque chez le Canadien, c'est que les 5 joueurs qui ont la rondelle sont une menace. Sont une menace pour passer, sont une menace pour tirer ou entrer en dedans des points de mise en jeu et tirer et avoir des présences au filet. Fait qu'il y a ça rend une défensive très, très vulnérable et surtout très intimidante. Puis surtout, aussi, ce que ça fait, c'est que ça te garde une certaine discipline. Tu n'es pas au banc de pénalité, donc tu essaies moins d'intimider l'adversaire.
mais c'est que tu es aussi beaucoup plus passif souvent en infériorité numérique parce que tu sais que si tu mets plus de pression que tu en as besoin, il y a des lignes de passe qui se trouvent derrière toi automatiquement. Donc ça devient beaucoup plus dangereux défensivement pour le Canadien d'en profiter. Bon, on va voir si ça va c'est intéressant ce que tu dis 2 secondes, Alex, avant qu'on termine ça. 2 secondes, Alex. Tu sais, de placer l'adversaire sur les talons, là, dans tout ce que Denis vient de dire, là, tu places l'adversaire sur les talons à 5 contre 5 et en infériorité numérique. Tu peux aller te chercher un gros avantage. Là. Dans une ligue où, à 96 points, tu peux ne pas faire les séries, puis tu peux les faire à 91, là. C'est important, ça. Puis c'est exactement ce que j'ai vu quand Slav a scoré le but samedi. Là, McDermott a été indiscipliné, il y a une punition, puis même pas 2-0. Le message, il se passe dans la ligue. Clairement, parce que là, quand Philadelphie va préparer son match, ils vont regarder le match, ils vont faire OK, t'as peu, là. Faut que je passe le message au gars, là. Parce qu'une mauvaise punition, puis on est mort, là. Fait que ça se passe dans la ligue très, très rapidement à l'ère de la surpréparation, là. Ça se passe très, très vite. Bon, on va voir ce qui va se passer dans le prochain match. Messieurs, les Canadiens, on sait qu'ils ont remporté leurs 3 derniers matchs, mais dans 3 de leurs 4 derniers, donc contre les Oilers, contre le Kraken et contre les Sénateurs d'Ottawa, on a laissé filer une avance d'au moins 2 buts. Bon, ils ont quand même gagné 2 de ces 3 matchs-là, puis on va rendre crédit aux Canadiens pour être en mesure de remonter contre les Oilers d'Edmonton. Mais comment vous voyez ça, vous, justement, le verre à moitié plein, parce qu'on a réussi quand même à gagner quelques-uns de ces matchs-là, ou à moitié vide parce qu'on a laissé aller des avances? Est-ce que ça fait partie de l'apprentissage, tu sais, d'apprendre à gagner, là? C'est pas juste un terme, je pense que c'est vrai. Est-ce que ça fait partie de cet apprentissage-là? Ben, écoute, moi, Max, tu me permets, moi, je dirais que oui, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la jeunesse. On a l'équipe la plus jeune de la Ligue au niveau de l'âge, même si on a plusieurs années d'expérience parmi ces jeunes-là. Il y a une évolution qui a été faite. Il y a une attention qui a été portée par le groupe d'entraîneurs, puis il en a parlé ouvertement dans certains de ses points de presse, qu'il faut apprendre à mieux gérer nos avances, puis être capable de marquer le prochain but qui, ultimement, pourrait casser les reins de l'adversaire. Puis ça, c'est ça a été un petit bémol à un certain moment donné. On a manqué d'opportunisme dans ces moments-là. Puis quand je regarde la façon dont le Canadien... Moi, ce qui m'encourage, le Canadien débute ses matchs en force. C'est une des meilleures équipes. Et la deuxième équipe dans la Ligue nationale au niveau des buts marqués en première période. C'est 14 jusqu'ici. C'est 14-5. En fait, les buts marqués, les buts contre en première période pour le Canadien. Mais on est déficitaire dans la deuxième et dans la troisième période, au point où on est 27e en troisième période au nombre de buts accordés. Au nombre dur, là, c'est 19 qu'on a accordé en troisième période. Donc, évidemment, il y a des trous dans notre jeu présentement, que ça fait partie de l'attitude ou des points qu'on se concentre, ou est-ce qu'on tombe un peu plus confortable, est-ce qu'on tombe plus dans un jeu défensif. Puis moi, ce que je regarde quand je regarde le Canadien, la dernière chose que tu veux, c'est de protéger une avance, à ça être sur les talons et jouer défensif. Tout le monde est intimidé par la vitesse du Canadien. Tout le monde a de la difficulté à gérer la pression et l'échec avant du Canadien. Ça serait important pour le Canadien d'avoir une plus grande constance, d'être capable de jouer 60 minutes. Cela dit, je comprends très bien que 60 minutes à tous les soirs, c'est pratiquement impossible. Tu joues contre quelqu'un qui, eux aussi, ont des réponses, puis qu'eux aussi ont leur plan de match, leur identité, leur façon de jouer, et veulent mettre leur étampe ou la pression sur toi. Mais il reste que, je pense que dans ton état d'âme, dans ton mindset, tu dois toujours être en mode attaque chez le Canadien puis exploiter tes forces pour te mettre dans la meilleure position possible. Mais il reste que, puis là, je blâme personne, mais avec un peu plus de chance défensivement, avec Sam Montembeault, je dirais, parce qu'on sait qu'il n'a pas été nécessairement à la hauteur attendue cette année. Les derniers matchs contre les Sens, plutôt malchanceux, je dirais, sur au moins 2 débuts. Mais est-ce que ça, maintenant, ça influence le total de buts marqués, parce qu'il a quand même pris part pratiquement à la moitié des matchs? Assurément. Ouais. Mais il reste qu'on subit plus l'adversaire en deuxième et en troisième période qu'on le fait en première période. Marc, Denis a parlé de Sam Montembeault. J'aimerais que tu me parles de Jakub Dobeš également, la 3e étoile du mois d'octobre. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui ont peut-être peur là, que le carrosse se transforme en citrouille pour Dobeš. Toi qui es expert des gardiens, qu'est-ce que tu vois en Dobeš qui pourrait peut-être rassurer les partisans à la maison? Le danger, l'Halloween est fini. C'est passé. Ce qui me rassure, c'est l'apprentissage.
c'est l'apprentissage qu'il a fait. Parce que, tu sais, premièrement, là, il est encore jeune, il a juste 24 ans, il n'a pas beaucoup d'expérience, à peine un peu plus d'une vingtaine de matchs. Moi, ce que j'aime cependant, c'est qu'il est capable de se corriger même à l'intérieur d'un match. L'année passée, on le voyait souvent déporté, on le voit beaucoup moins déporté. Parfois, il essaie de trop en faire, il s'en sort avec ses qualités athlétiques, mais sur la séquence d'après, il revient. Ça, c'est une séquence, là, par exemple, là, où là, il essaie de trop en faire. Là, il court après la rondelle. Mais une des séquences suivantes, il retourne à la maison. Il retourne près de sa ligne des buts dans son demi-cercle bleu, puis il est plus en contrôle. Ses qualités athlétiques vont ressortir, mais rappelez-vous Marc-André Fleury au début de sa carrière. Il était partout. Ben oui. L'autre arrêt qu'on vient voir contre les Canucks, c'est un autre bon exemple. Il y a un tir dans Beden. Pas besoin d'aller le déposer avec ton bouclier à droite et de sortir de ton filet, mais il l'a appris. Puis moi, un athlète qui apprend à marcher, là, à faire du fil de ferris là, sur la ligne entre la confiance et l'arrogance, là, je trouve ça le fun. Puis là, c'est ce qui manque en ce moment à Sam Montembois. On va tous être d'accord. Très content pour lui qu'il ait gagné, que ses coéquipiers ont voulu qu'il gagne. Là, tu peux utiliser tes deux gardiens cette semaine de façon égale sans qu'il y ait le bruit de fond de la controverse. Mais moi, ce que j'apprécie dans le jeu de Dobèche, c'est qu'on n'a pas encore vu... Premièrement, on a des réponses beaucoup plus vite qu'on pensait. On pensait que serait auxiliaire. On avait même signé Kakkonen au cas où qu'il n'y ait pas un bon camp d'entraînement. C'est vrai. Là, on est ailleurs. Là, on a des réponses. Puis à date, les réponses sont assez positives. Puis si c'est ma dernière intervention, pour moi, c'était bien important parce que tu as posé une question à propos du verre à moitié plein ou à moitié vide. Ouais. Vous vous rappelez de Jean Van de Velde en 99? Vous vous rappelez de Jean Van de Velde en 99? Vous irez voir. Oui. J'avais regardé un documentaire puis il avait dit, moi, là, ça me dérange pas que le verre soit à moitié vide. Tant que c'est un verre de Pinot puis que c'est moi qui ai bu la première moitié. Fait que... Ouais, c'est une excellente façon de voir les choses parce que Dieu sait que ça avait mal fini son tournoi et son trou pour Jean Van de Velde. Tu parles de l'Halloween qui est déjà fini. Je peux vous dire, les gars, je vais avoir des bonbons d'Halloween parce que clairement, je ne laisserai pas mon petit garçon de 6 ans manger tous ces bonbons-là. On va en avoir peut-être jusqu'à Noël des bonbons d'Halloween. On verra bien. Ouais, messieurs, toujours un grand plaisir. On est passé ça, nous autres. Ouais, c'est ça. Ouais, mon bébé a 18 ans, il n'y a plus personne qui court l'Halloween chez nous. Exactement. Hey, messieurs, toujours super intéressant. On se reparle très bientôt. Merci encore. Bye. Salut. Salut.